Ce soir à l'émission Jeux du Québec, on vous présente Lucas Saint-André qui défend les couleurs des Laurentides en tennis de table. Et c'est ma première édition aux Jeux du Québec. On en profite pour vous faire découvrir un sport méconnu, le boccia. Ça demande plusieurs habiletés intellectuelles, outils cognitifs, stratégiques. En entrevue, je reçois Mélanie Grégoire, ambassadrice du mois des bébés plantes. Tout l'argent est remis de deux manières, la moitié à la recherche, mais l'autre moitié à l'unité néonatale de votre région. Je m'entretiens également avec Martine Laval qui nous propose une matinée de la poésie. Nous avons ouvert le concours pour tout le Québec. Enfin, Laurence Bourgeois nous parle du spectacle jeunesse Poilu. Poilu, c'est un laboratoire de création en danse. Il s'adresse aux enfants de 5 à 9 ans. Bienvenue à Accès local. Jeudi 5 mars 2026, ici Héloïse Lagacé en remplacement de Claude Desjardins. Je suis en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Héloïse. Donc, les Jeux du Québec à Blainville sont maintenant à leur deuxième bloc de compétition qui se termine dans quelques jours et vous avez décidé de nous montrer un peu comment se déroule l'expérience pour les athlètes. Oui, j'ai suivi Lucas Saint-André qui est athlète en tennis de table originaire de Saint-Eustache dans une de ses compétitions hier. Alors, je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Moi, c'est Lucas Saint-André. Je joue au tennis de table et j'ai 14 ans et c'est ma première édition aux Jeux du Québec, donc la 60e à Blainville 2026. C'est très bien organisé, ça n'aurait pas pu être mieux, c'est le plus gros tournoi que j'ai fait de toute ma vie encore. Je joue dans le club de Smash de Saint-Eustache. Depuis le mois de mars 2024, je m'entraîne 5h30 de temps par semaine. Avant, c'était 4h30, mais là, on a augmenté, donc c'est 5h30. Et je fais force jusqu'à temps que je puisse. Comme en 2024, j'étais trop jeune, mais là, je suis assez vieux et je me suis qualifié un peu facilement. Donc, ça a permis de pouvoir me qualifier très vite. J'ai joué 3 matchs, il m'en reste 2 ou 3 cet après-midi. Comme ça, je pourrai finir ma journée. C'est mes premiers matchs, je m'attendais à pire, mais là, je joue super bien. Donc, je suis quand même content. Est-ce que c'était stressant quand t'es arrivé? Non, j'étais quand même confiant parce que je connaissais mes adversaires. J'ai déjà joué contre un d'entre eux. L'autre, je le connaissais parce qu'il était dans les top canadiens. Et j'ai perdu le top canadien, mais les 2 autres, je les ai gagnés facilement quand même. Demain, j'ai d'autres matchs en simple et de 4h à 5h, c'est les rencontres en équipe. Donc, moi, je suis Laurentide. Et on va jouer contre une autre région au complet en essayant de les battre. Si on les bat, ça nous fait des points de classement, plus de chances d'avoir le drapeau élevé. Puis ça va permettre aux Laurentides de devenir meilleurs et aller au top du classement. Pour ce match-ci, ça va être rester mental parce que l'autre, il est plus élevé que moi à son niveau. Donc, si je réussis à le battre avec mon mental, je devrais être capable de le chevaucher et de le mettre à côté du tournoi et le dépasser. Je suis prêt, je mindset qui est prêt, tout est prêt. Aussitôt que je suis sur la table, je me pratique. Puis après ça part. Est-ce que tu as vu Marty Supreme? Oui, j'ai vu. J'ai vu, ouais, c'était quand même bien. J'ai vu au mois de janvier, il n'y a pas longtemps. Est-ce que ça t'inspire ou... Ben, ça dépend parce qu'il y a pas beaucoup. Il y a une personne qui m'a prise et parce que je joue japonais. Et ben, il est devenu super bon en un coup, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie, c'est très compliqué. Parce que t'as plus de mobilité, mais t'as moins de précision. OK. Puis pourquoi t'aimes ça, jouer? Parce que j'ai commencé de même, puis je restais de même. C'est juste de l'instinct. OK, super. Ben écoute, on va aller voir ce match-là. Je suis vraiment content. Le coach a dit qu'il vient parce que j'en ça, c'était pas normal. En fait, j'étais pas censé y voler le manche parce qu'il est 2 fois plus fort que moi. Mais j'ai réussi à y voler le manche. Je suis compétitif et tout. Donc, seulement s'il y a tout le monde autour. Comme là, il n'y était pas beaucoup. Nous, on était beaucoup. Mais c'est notre équipe qui m'a encouragé. En club, il n'y a pas de monde genre, pour applaudir pour toi. Donc, quand tu fais un bon point, ils sont pas là. Mais quand ils sont là, ça me rend content. Ça met en valeur et ça me rend plus. Là, je suis éliminé, mais je peux encore finir de 9e place. Il faut gagner plus de points possible encore. Puis avoir du plaisir. Oui, ça c'est en tout temps. Tout le monde sait que c'est ça.
Et voilà, Héloïse, donc Lucas continuait aujourd'hui son parcours aux Jeux du Québec. Au moment de l'enregistrement, les Laurentides se trouvent en 4e position des régions avec 22 médailles remportées. Merci beaucoup, Clara. On se retrouve plus tard à l'émission. Il sera question d'un sport assez unique, le boccia. À plus tard, Héloïse. Alexandre Taliani annonce l'ouverture prochaine de Taggy Karting à Québec. Prévu au printemps 2027, ce centre de divertissement s'installera aux Promenades Beauport. S'inspirant du premier complexe de Sainte-Thérèse, qui attire plus de 250 000 visiteurs annuellement, le complexe abritera 2 pistes de karting électrique. Longues de plus de 300 mètres chacune, ces pistes se combineront pour former une super track de 616 mètres, soit la plus longue piste intérieure au Canada. La cohorte finissante en interprétation théâtrale du Collège Lionel Groulx présentera Une fin, un texte de Sébastien David dans une mise en scène de Marc-André Thibault. Le spectacle sera présenté les 12, 13 et 14 mars à 19h30 et les 14 et 15 mars à 14h au studio Charles Ballois. Il est possible de se procurer des billets dès maintenant par la billetterie en ligne. Les billets sont aussi payables à la porte le jour du spectacle, en argent comptant seulement. Pour une 6e année consécutive, mars est le mois des bébés plantes, une activité de collecte de fonds organisée au profit des bébés prématurés du Québec. L'initiative est celle de Mélanie Grégoire, horticultrice, chroniqueuse, autrice et maman d'un grand prématuré. Madame Grégoire, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc pour une 6e année, on a les bébés plantes. Ça fait environ 5 ans justement que votre petit Laurent, qui va très bien aujourd'hui, heureusement, a eu un début de vie pour le moins compliqué. C'était ce qu'on appelle un grand prématuré. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Un grand prématuré, c'est les bébés qui sont nés, le mien est né à 30 semaines. Alors, je crois que c'est entre 30 et 32 précisément. Avant, ce sont des très grands prématurés et 32 et plus, ce sont des prématurés. Donc, il y a eu plusieurs complications, surtout au niveau de ses poumons. Il y a eu d'autres opérations plus tard, là, mais aujourd'hui, il y a 5 ans, il est en pleine santé, il court partout, c'est la relâche cette semaine, c'est rock'n'roll et c'est parfait, c'est ce qu'on veut, tu sais, pour nous. Ce passage en néonatologie-là a vraiment été un grand choc. On s'attendait pas à ça. Mon plus vieux est né à 42 semaines. Alors, ça a vraiment été tout un choc. Et de voir ce que tu as de plus précieux se battre pour sa vie, là, ça laisse des marques. Mais oui, c'est ça, comme vous dites, c'est très imprévu, ce genre de naissance-là. Est-ce que vous pouvez me donner une idée justement de l'angoisse qui peut être vécue par les parents et l'entourage d'un bébé né prématurément? Ben, la première question, c'est est-ce qu'il va survivre? T'sais, est-ce que mon bébé va survivre? Puis, c'est tellement petit, là, c'est très impressionnant. Toutes les fils sont je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais moi, j'ai appelé ça l'incubatoire, là, quand il est vraiment dans sa petite place. Puis tu peux même pas le prendre dans tes bras. Ça a pris quelques jours avant qu'on puisse prendre Laurent dans nos bras. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il va survivre? Puis là, au bout de quelques jours, tu te dis, OK, je pense qu'il va survivre. Maintenant, il va survivre avec quelles séquelles? Et tout ça, tu le sais pas. Puis c'est une des choses, moi, que j'ai trouvé difficile, c'est qu'ils te disent, vous allez le savoir quand il va avoir 5 ans. C'est à 5 ans qu'on peut définir les enfants prématurés, quelles séquelles ils ont. Fait que c'est long. Tout à fait. Et pendant que vous viviez tout ça, au moment de sa naissance, vous avez eu cette idée-là justement de lancer une campagne pour soutenir la recherche en néonatologie. Parlez-nous justement de cette spécialité médicale est-ce qu'elle a pu accomplir en fait pour votre fils? Ben, en fait, la néonatologie, c'est vraiment la spécialisation au niveau médical sur les bébés. Donc, oui, c'est principalement les bébés prématurés. Les bébés prématurés au Québec, c'est 6 000 enfants par année, 6 000 familles qui ont à vivre ça. Mais c'est aussi les bébés qui naissent à terme, mais qui ont des conditions particulières, qui ont des besoins médicaux. Alors, eux aussi vont se retrouver en néonatologie. Et pour moi, c'est vraiment la recherche qui a sauvé mon fils parce qu'il a fait une problématique des membranes pulmonaires. Et si c'est arrivé il y a 30 ans, la recherche n'était pas rendue là. Il n'aurait pas pu sauver mon fils. Il y a des enfants qui sont nés dans les années 60 qui ont eu la même problématique, qui n'ont pas survécu. Et aujourd'hui, mon Laurent est en vie parce qu'il y a de la recherche. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de redonner aux suivants pour permettre à d'autres familles d'avoir la chance que j'ai et d'avoir leur enfant en vie. Et comme vous dites, justement, la recherche actuellement prend tout son sens. Elle est très importante. On assiste à une augmentation assez considérable des naissances prématurées depuis 25 ans. Vous avez mentionné 6 000 naissances. On parle de 7 à 8 % des naissances vivantes. Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a autant? Non, c'est plusieurs. Dans mon cas, c'est une question que j'ai posée, mais comment ça se fait que ça m'est arrivé quand j'avais aucune
prédispositions. Puis, tu sais, dans mon cas, il n'y a pas d'alcool, de tabagisme, de drogue, qui est souvent ce qu'on imagine en premier. Il y a l'hypothèse du stress, mais encore une fois, c'est pas si évident ce qui amène à une naissance prématurée. Et là, justement, le mois des bébés plantes, une collecte de fonds qui en est à sa 6e année avec un objectif de passer le cap du 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ben, il y a beaucoup de lieux de vente, notamment dans votre région. Vous avez Centre Jardin Dion Botanique à Sainte-Thérèse et Jardissimo aussi, qui sont 2 détaillants qui ont une foule de bébés plantes. Et nos bébés plantes, c'est vraiment des plantes d'intérieur en format de 3,5 pouces. Alors, ce sont des petits formats qu'on vend au coût de 9,99. Et là, je me suis emportée. C'est moi avec une équipe qui fait toute la sélection. On a au-dessus de 35 variétés de plantes d'intérieur qu'on vous offre cette année. Et tout l'argent est remis de 2 manières. La moitié à la recherche, mais l'autre moitié à l'unité néonatale de votre région. Alors, il y a des sous qui restent dans votre région pour aider, par exemple, si vous avez un grand prématuré ou un très grand prématuré dans votre région, vous allez être transféré à Montréal. Mais la minute, souvent à 34 semaines, que les bébés sont assez forts, sont en santé, ben là, on peut les accueillir dans les unités néonatales régionales. Et je vous le dis, là, pour une famille, quand tu es capable de coucher près de chez toi, d'aller voir tes autres enfants, ça change tout, là. Alors, c'est important rapidement de les ramener dans leur région. Mais en terminant, j'invite les gens à participer à cette belle initiative, cette campagne. Madame Grégoire, merci énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. Bonne soirée. Le réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec annonce la tenue des finales régionales de la 47e édition de Cégep en spectacle. L'École nationale d'aérotechnique sera le premier hôte de l'un des 5 spectacles le samedi 14 mars prochain à 19h30 à la salle Pratt & Whitney du Théâtre de la Ville. Les duos Crescendo du Collège Lionel Groulx et Mélodie et Brandon du Cégep de Saint-Jérôme représenteront les Basses-Laurentides pour l'occasion. Les 2 numéros gagnants décrocheront un accès à la finale nationale du 25 avril prochain au campus de Val-d'Or du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. L'Union des municipalités du Québec dévoile les premiers résultats du processus d'élection des représentantes et représentants des caucus régionaux qui siégeront au conseil d'administration pour le mandat du 1er avril 2026 au 30 mars 2028. Monsieur Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban, représentera la région des Laurentides en plus de son rôle de président de la Commission de l'innovation. Ces élus permettront d'assurer une représentation des municipalités à l'échelle du Québec. Donc, c'est l'heure de la chronique culturelle avec Laurence. Bonsoir, Laurence. Salut, Loïse. Donc, on s'adresse aux familles aujourd'hui, n'est-ce pas? On parle d'un laboratoire de création jeunesse présenté au Centre de création Boisbriand. Laurence, tu nous en parles aujourd'hui pour découvrir Poilu. Oui, donc Poilu, c'est un laboratoire de création en danse. Il s'adresse aux enfants de 5 à 9 ans, puis il va être présenté le dimanche, le 15 mars prochain à 10h. C'est une œuvre qui va explorer le poil comme matière expressive et identitaire. En fait, ça a l'air un peu curieux dit comme ça, mais on peut penser un peu au rapport que les enfants vont avoir avec les textures ou avec toutes les matières qui se retrouvent dans leur quotidien, là. Je pense aux espèces de livres d'apprentissage avec plein de sections texturées, donc qui aident beaucoup à leur développement. C'est un peu l'effet qui est recherché ici, mais particulièrement avec le poil. Donc, à travers une danse super ludique puis super sensorielle, là, l'étrangeté va devenir une source de jeu et de transformation. Puis le public est donc invité là, à découvrir différentes étapes du processus artistique là, lors de cette sortie de résidence-là. Et concrètement, à quoi on peut s'attendre là, quand on assiste au laboratoire Poilu? À vraiment beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est une proposition qui va être très visuelle, donc beaucoup d'éléments à observer. Le labo, en fait, est construit comme une succession de tableaux de danse qui va aborder la diversité des corps puis l'acceptation de soi à travers l'univers du poil, mais sous toutes ses formes, donc perruques, manteaux, rallonges, costumes, etc. Donc, ces tableaux-là vont être super joyeux, super surprenants. Ils vont introduire des personnages aux identités assez variées, là, puisqu'il y a tant de matériel à utiliser. Puis, chaque personnage va incarner une facette de la richesse humaine, en fait. Je crois que ça va être des scènes très poétiques, quelque chose de rempli d'émancipation, très libérateur aussi au niveau de la danse. Puis ça va inviter les spectateurs vraiment à réfléchir sur l'importance de célébrer puis de respecter surtout la différence. Je pense que c'est vraiment ça qui est au cœur là, du projet. Et quelle est la démarche artistique derrière Poilu, justement, et sur quoi l'équipe travaille-t-elle pendant la résidence? Ben en fait, d'abord et avant tout, le projet est né d'un désir d'Olivier Rousseau, qui est chorégraphe, de créer une œuvre jeune public là, qui parle de diversité puis d'acceptation. Il avait envie de faire
faire ça. Puis sa démarche artistique s'est appuyée sur des rencontres puis des ateliers qu'il a fait avec des jeunes à travers différentes régions du Québec. Puis c'est vraiment à partir de là que Poilu a pris forme. Puis ensuite, c'est aussi la manipulation sensorielle en tant que telle de la matière qui a inspiré les mouvements puis la gestuelle. Donc, selon les matières étaient douces, rugueuses, réconfortantes, dérangeantes, ben c'est vraiment ça qui a été le point de départ de leur création. Puis pendant la résidence, ben les artistes, ils vont venir tester des éléments de décor puis des accessoires sur scène qui sont pratiquement finaux. Sont arrivés en nos murs là lundi. Puis j'ai eu la chance d'aller les voir travailler pour prendre quelques photos. Puis si je peux me permettre une anecdote, il y avait tellement de tapis puis de couvertes qui avaient l'air tellement douces partout, j'avais envie de me lancer dans les doudous tellement c'était le fun. Fait que c'est vraiment une proposition super intéressante. Puis ils vont aussi s'assurer de définir l'histoire de l'œuvre, en fait, là, de préciser les éléments qu'ils souhaitent aborder par la danse. Puis tous les concepteurs vont passer à un moment ou à un autre pendant la résidence. Donc ils vont mettre l'accent sur les conceptions, là. Donc on parle de l'éclairage, le son ou encore les costumes. Ils vont aussi tester les différents tableaux puis approfondir là, la recherche corporelle. Donc somme toute, ce qu'il faut retenir, c'est que le laboratoire va vraiment partager une étape super vivante là, du processus créatif. Oui, très complet en fait. Oui. Est-ce que tu me parlais un petit peu justement de l'équipe derrière le projet? Oui, ben je vous parlais un peu plus tôt d'Olivier Rousseau, donc qui est un chorégraphe qui a eu une formation de danse à Saint-Hyacinthe, à l'UQAM, et une formation en théâtre au Cégep de Saint-Hyacinthe. Il va être accompagné par la répétitrice Marie-Ève Carrière, puis sur scène, il y aura trois interprètes, donc 3 danseurs, et j'ai nommé Alex Turcotte, Pénélope Desjardins et Mia Métellus. Puis c'est intéressant parce que, bien qu'Olivier Rousseau soit le chorégraphe, ben chaque interprète a pu, à sa manière, puis avec une approche là, unique, construire une galerie de personnages. Donc, ils ont pu quand même y mettre leur grain de sel. Et aux costumes et accessoires, c'est Karine Galarneau qui s'en charge. Aux éclairages, on a Catherine Fay-Pigeon. Puis, c'est Yann Villeneuve là, qui signe la conception sonore. Donc, on est quand même dans une belle grosse équipe là, pour le projet Poilu. Oui, donc Poilu, hein, un laboratoire de création jeunesse à découvrir en famille définitivement, là, à ne pas manquer le 15 mars prochain dès 10h au Centre de création Boisbriand. Et une belle occasion, en fait, selon moi, de plonger dans un univers de la danse tout en abordant la différence avec curiosité et ouverture, n'est-ce pas? Oui, exactement, tout à fait. Vraiment une proposition super différente là, qui fait du bien aux enfants. Bon, bien, à ne pas manquer. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Héloïse. Le 22 mars prochain aura lieu la remise des prix de la 14e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron, présentée par le Mouvement Québec français des Laurentides et la Société nationale des Québécoises et Québécois pour la région des Laurentides. Martine Laval, présidente de la SNQL, est avec nous aujourd'hui pour en discuter davantage. Madame Laval, bonsoir. Bonsoir. Donc, on parle quand même d'un événement là, qui est bien installé dans la région depuis 2012. À quoi on peut s'attendre pour cette édition de cette année? Bien, d'abord, c'est une édition très spéciale cette année parce que pour la première fois de notre histoire, nous avons ouvert le Québec, non seulement sur le territoire des Laurentides, mais nous avons ouvert le concours pour tout le Québec. Wow. Alors, c'était audacieux, c'était un pari audacieux. Et nous avons remporté. Alors, au-dessus de 350 personnes se sont inscrites, alors adultes et jeunesse. Et ce sont les catégories. Catégorie Laurentide, catégorie hors territoire. Il y a à peu près presque 20 régions qui ont répondu. Ça venait d'environ 20 régions. Jeunesse, évidemment, jusqu'à 18 ans, adultes de 19 ans et plus. Et c'est une grosse surprise, une agréable surprise. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de plus nouveau. C'est super. Et qu'est-ce qui a motivé justement ce choix-là d'élargir le Québec au complet? Mon ambition personnelle. En tant que, le comité organisateur s'est dit, ça fait tout ce temps-là, me semble, parce que à chaque fois, on reçoit des demandes d'Afrique, de Belgique, alors de la francophonie mondiale et des fois hors territoire. Est-ce que nous on peut mais non, vous n'êtes pas des Laurentides. Alors on s'est dit OK, ça se répercute assez largement. Un jour nous ouvrirons et là cette année on s'est dit c'est cette année que ça se passe. Et puis pour la francophonie mondiale, on y reviendra. Un petit scoop. Et comme vous l'avez mentionné, là, on parle de 354 personnes qui ont envoyé des textes, puis seulement 6 qui sont sélectionnés par catégorie. Comment on fait pour passer à travers ce processus de sélection-là? On a un bon jury. D'abord, nous avons choisi des jurés qui ils sont évidemment très connaissants ou experts en la matière, c'est-à-dire dans notre langue, et qui ont un goût de la littérature. Alors, ils ont lu beaucoup de textes.
tous les textes sont lus de façon anonyme, bien sûr. Et là, il y a une sélection qui se fait. Alors là, justement, les 24 finalisants, nous avons 4 catégories, hein, on s'entend, Laurentides hors territoire, adultes, jeunesse dans chacune. Dans chacun, il y a 3 prix qui vont être remis. Alors, on doit donc élire 12 lauréats. Alors, pour l'instant, on a 24 finalistes et c'est sur ça ils sont déjà affichés, évidemment, depuis le 1er mars. Donc là, il y a l'excitation qui monte et lors de la matinée de la poésie, le 22 mars prochain au Cégep Saint-Jérôme, à la belle salle Germaine Guévremont, ils vont être révélés lors d'une célébration, une matinée de la poésie où on va lire leurs textes. S'ils veulent de la poésie, on va leur en donner, on va lire leurs textes. Et puis, ça va être un événement assez flamboyant. Oui, à quoi on peut s'attendre pour cette matinée de la poésie-là? D'abord, on a toujours un porte-parole. Alors là, notre porte-parole, c'est Louis Beaulieu, qui est un slameur, un auteur, un poète, qui va prendre la chose en main. J'anime l'événement, mais on a de la musique, on a donc notre slameur qui est là. Et notre but, évidemment, c'est de donner de la poésie autant qu'on peut. Donc, on n'a pas terminé le scénario, mais on devrait lire toutes ces belles poésies, pas les 350, mais les 12 finalistes. Et de là, il va y avoir des surprises gagnantes. Et justement, c'est un événement qui a pour but de mettre en lumière le talent des autrices et des auteurs au Québec pour cette année et de rendre hommage à la langue française. Oui. Quelle importance a cette mission-là pour cette organisation? La Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, tout comme le mouvement Québec français, évidemment, c'est la mission est la sauvegarde de notre langue, notre culture, mettre de l'avant notre culture, notre patrimoine, notre histoire. Et donc, la langue, et là où on s'en va surtout, c'est important de la ramener. Et de la ramener. Non, elle est là, elle est présente, mais de la garder bien vivante et de faire en sorte que oui, nous sommes une société distincte, le Québec, et on se distingue par quoi? Par notre langue, entre autres. Alors, c'est très important qu'on garde notre identité et je crois qu'on a bien du monde qui est d'accord avec nous puisque on a autant de talent et de poésie. Et puis bon, évidemment, il y a des règles. Hein? C'est pas, on n'est pas là pour corriger la syntaxe, les fautes, etc. Donc, il y a un beau travail de français qui se fait pour chacun des personnes qui se présentent. Alors, et d'année en année, ça se remarque. C'est magnifique. Et nous serons diffusés en direct sur Facebook, la célébration. Donc, ceux qui ne seront pas là, ceux qui sont trop loin, pourront quand même voir qu'est-ce qui se passe sur la scène. Mais tant mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis de retour en compagnie de Clara Maté-Genet. Clara, il y a 19 disciplines sportives qui sont présentées aux Jeux du Québec, mais vous portez votre attention sur l'une d'elles, en fait, qui est un peu moins connue, qui s'appelle le boccia. Oui, tout à fait. Moins connue de certains peut-être, mais tout de même assez répandue. C'est notamment une discipline aux Jeux paralympiques depuis 1984. Alors, je vous laisse découvrir ça ou redécouvrir ça dans notre reportage de ce soir avec Mia, une athlète des Laurentides. Le boccia, c'est un jeu où on lance des balles et on alterne on vise un cochonnet, qui est une balle blanche, un peu comme à la pétanque. Puis ça demande plusieurs, disons, habiletés qui sont plutôt de l'ordre intellectuel, outils cognitifs, stratégiques. Fait que c'est un sport qu'on peut pratiquer si on est en fauteuil roulant seulement et qu'on a, peu importe, une incoordination là, dans le fond des membres supérieurs, inférieurs, peu importe l'atteinte motrice. C'est un sport qui est gradué puis classé en différentes classes en fonction de l'incapacité du joueur. Et Mia, elle est de type BC3, donc elle joue avec une rampe, parfois contre des lanceurs parce que ça dépend du bassin de junior, puis elle joue à un niveau junior, donc en bas de 18 ans. Mais elle pourrait atteindre les Jeux paralympiques. Le boccia, c'est une discipline qui est paralympienne. Fait qu'elle pourrait se rendre jusqu'à cette étape-là dans son sport. Moi, dans le fond, je suis un peu l'opérateur de rampe. Mia, vu qu'il y a des choses qu'elle peut pas faire, prendre la balle, diriger sa rampe, elle me demande. Moi, je suis dos au jeu, j'ai pas le droit de regarder. C'est vraiment elle qui me dit quoi faire. Quelle balle, les balles, il y en a des dures, des molles. Donc, elle me dit quelle balle qu'elle prend, la direction, la hauteur. Puis j'exécute
ce qu'elle me demande. Donc, c'est ça. Je suis vraiment exécuteur de... C'est toi le patron. Hein? Toi le boss. C'est elle le patron. Ouais. T'aimes ça? Oui. Ouais? Oui. Qu'est-ce que ça te procure, toi, jouer au boccia? Du fun? Du fun? Pourquoi? De faire des choses. Des nouvelles choses. Tu sais, Mia, les enfants qui ont des handicaps, des fois, sont limités dans les sports, dans les trucs. Puis je trouve que ça valorise Mia. On a retrouvé un sourire là, incroyable. Puis, La fierté. ouais, fierté. Hein? T'es-tu fier de toi? Oui, hein? Nous autres aussi. Mia, c'était une supporter de tous les autres sportifs qui nous entourent. Fait qu'elle, elle supportait tout le monde. Puis là, étonnamment, il y a plein de gens typiques, là, puis qui arrivent de tous les autres sports, qui s'intéressent au boccia puis qui voient que c'est intéressant là, en la voyant performer puis en nous voyant, tu sais, comme encourager et tout ça. Là, c'est une belle vitrine. Là. Il y a plusieurs autres sports ici qui ont jamais été en contact avec le boccia puis qui voient ça pour la première fois. Puis tantôt, j'étais avec les gars d'haltérophilie dans les estrades puis je veux dire, ils posaient des questions, ils s'intéressaient, ils comprenaient le jeu puis un coup qu'ils ont compris les règles puis tout ce que ça demandait finalement, tu sais, à l'athlète d'arriver avec cette précision-là, ça a comme lancé un élan d'inclusion. C'est un petit monde. En ce moment, au Québec, on est 10 athlètes juniors de niveau 18 ans et moins. Il y en a plusieurs adultes. Là. On les a croisés dans les tournois externes, mais on est 10 juniors qui proviennent de différentes régions, de 6 régions en ce moment du Québec. Puis, on les a tous croisés aux camps de qualification, dans des camps de perfectionnement. On les voit dans tous les tournois. Donc, c'est devenu des amis. Il y a une belle compétition. Les jeunes, ils font de leur mieux. Ah, toi inclus. C'était notre première compétition en rencontre des lanceurs avec autant de parties et autant de matchs. Mis à sentir super bien. Elle joue son jeu. L'adversaire joue son jeu. Il essaie de se bloquer. Des fois, on voit une belle dynamique du genre « Ah, tu m'as eu! » Puis ils ont un bel esprit. Là. C'est ça la beauté de ce sport-là en plus. C'est que malgré leurs difficultés, ils jouent sur le même terrain, dans le même contexte, le même cadre de règlement, les pénalités, c'est sûr que pour nous, c'est un enjeu parce que avec l'opérateur de rampe, on a un niveau de difficulté un peu différent. Pas le droit à l'erreur, hein, Mia? Non! Sinon, ça nous coupe des points. Mais on a une belle complicité avec les autres familles des autres régions. Les jeux, ça nous rassemble aussi. Parce que là, on passe beaucoup de temps ensemble. Les familles ensemble. Hein? Oui. Des fois, on gagne. Des fois, on perd. Puis quand on perd, on fait quoi? C'est pas grave, on recommence. Ici, on manque de relève. On a besoin de relève des jeunes, tu sais, on voit là au niveau paralympique, en ce moment, il y a des hommes qui sont, tu sais, on pourrait jouer mix, on pourrait jouer en équipe. C'est un sport qui peut se jouer en équipe, mais ça doit être une équipe mixte quand on atteint des niveaux plus élevés. Donc là, on a besoin de femmes, ils ont besoin de relève. Donc, je vous dirais non. Au niveau, c'est très vivant au Québec. Très vivant au Québec, le boccia. J'aime ça. Non. Papa. J'aime ça. T'aimes ça jouer au boccia avec ton papa? Ouais. Non. Et ici, elle est à la maison. Oui, parce que c'est quand même difficile, hein? Ça prend de la pratique. Il faut pratiquer. Si on veut venir meilleur. Beaucoup. Hein? Voilà, Héloïse, les Jeux se clôtureront samedi dans la journée avec une cérémonie qui se tiendra au Centre d'excellence Port-Rousseau, une fois de plus, à Boisbriand, avec des performances musicales de Fred et de Billy Dupage. Super, merci beaucoup Clara. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci à vous aussi, Héloïse. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. L'émission Le Sport Autrement suit à l'instant. Si vous souhaitez revisionner nos émissions, rendez-vous sur notre site web tvbl.ca où vous pouvez aussi trouver nos émissions sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.